mi padri copia secreta de mi laf paramudar a mi hermana la princesa. Su orden fu, déjà de assez drama y acceptalo. Mi venganza fu grabarlo todo y destruirlo legalement. Merci d'être ici avec moi aujourd'hui. J'espère que tu passes une journée merveilleuse où que tu sois. J'aimerais que tu partages dans les commentaires depuis quelle ville ou quel pays tu nous regardes et quelle heure il est là-bas. Maintenant, commençons notre histoire ensemble. Bonjour à tous. Je vous invite aujourd'hui à entrer dans mon histoire. Prenez le temps, car ce que je m'apprête à vous confier est une longue descente dans les méandres de ce qu'on appelle la famille. C'est une histoire de frontières invisibles, de sanctuaires violés, et du combat acharné pour retrouver la paix. Je m'appelle Jeanne. À 32 ans, ma vie est un tableau que j'ai peint avec patience et détermination. Graphiste indépendante à Paris, mon quotidien est un équilibre précaire entre la passion créative et la rigueur financière. Ceux qui ont tenté l'aventure parisienne connaissent la musique, les studios de 9 mètres carrés sous les toits, où les murs suintent l'humidité en hiver et où l'air devient irrespirable en été. J'ai connu tout ça. J'ai enchaîné les petits boulots, sacrifié les week-ends et les vacances, tout ça pour un seul et unique but. Il y a 3 ans, ce but a pris la forme d'une porte d'entrée et de 45 mètres carrés de parquet qui craque. Mon appartement dans le 11e arrondissement. Ce n'est pas un palace, mais c'est bien plus qu'un simple logement. C'est la matérialisation de mon indépendance, le fruit de 10 ans d'efforts acharnés. Chaque objet a une histoire. La grande bibliothèque, je l'ai montée moi-même, vis par vis. L'affiche de design au mur est un tirage limité que je me suis offert après avoir signé mon premier gros contrat. La lumière du matin qui frappe mon bureau d'angle et illumine la poussière en suspension est mon premier café de la journée. Cet endroit n'est pas seulement mon refuge, c'est mon outil de travail. Le silence y est sacré, l'ordre, une extension de mon propre esprit. Sans eux, je ne peux pas créer. Ma famille, elle, respire un autre air, celui, plus provincial et feutré, de Bordeaux. Mes parents, Gérard et Sylvie, sont ce qu'on appelle des gens respectables. En public, ils sont l'incarnation de la bienveillance. En privé, leur univers est régi par des lois gravitationnelles bien particulières. Au centre de tout, il y a Chloé, ma sœur cadette de 28 ans, l'étoile flamboyante. Chloé est une créature de lumière et de drame. Ses études d'histoire de l'art, aussi coûteuses qu'impraticables, ont été intégralement financées par nos parents. Je me souviens encore de l'appel où elle se plaignait de son minuscule appartement de 40 mètres carrés à Florence, pendant que je mangeais des pâtes instantanées pour la 5e fois de la semaine afin de payer mes logiciels de design. Chloé est belle, elle le sait. Elle est charmante, elle en joue. Elle navigue dans la vie avec la certitude tranquille que tout lui est dû. Et puis il y a moi. La planète satellite. La fille, raisonnable, débrouillarde, celle qui n'a pas besoin d'aide. Je comprends aujourd'hui que ces qualificatifs n'étaient pas des compliments, mais des congés. Un congé de s'inquiéter pour moi, de m'aider, de me voir. La fissure dans ma vie bien ordonnée est apparue un mardi après-midi, sous la forme d'une sonnerie de téléphone. Ma mère. Sa voix au bout du fil était sirupeuse, presque chantante. Ma petite Jeanne, mon trésor, comment vas-tu? Pas trop surchargée de travail? L'alarme interne s'est immédiatement déclenchée. Cette douceur affectée était toujours le prélude à une demande. Ça va maman, beaucoup de travail, comme d'habitude. Et toi? Oh moi? Tu sais, une mère s'inquiète toujours. Je suis si tourmentée, Jeanne. C'est pour ta sœur. Nous y voilà. L'unique sujet qui justifiait une telle sollicitude. Qu'est-ce qui se passe encore avec Chloé? Ma voix était plus lasse que je ne l'aurais voulu. Ne sois pas si dur. Ce n'est pas de sa faute, cette fois. C'est ce Philippe, un monstre. Il l'a jeté dehors, ma chérie. Du jour au lendemain. Il a changé les serrures de l'appartement, il a tout gardé. Elle s'est retrouvée sur le trottoir avec 2 valises. J'ai réprimé une remarque sarcastique sur le fait que le dit appartement était le sien, et que Chloé y vivait à ses crochets depuis 2 ans. Dans le grand théâtre familial, Chloé avait le premier rôle, celui de la victime. Et elle est tout, maintenant? C'est là que ta générosité entre en jeu, mon trésor.
On lui a payé un billet de train. Elle arrive à Paris ce soir. Nous avons longuement réfléchi, ton père et moi, et la solution la plus simple, la plus évidente, c'est qu'elle vienne loger chez toi. Le monde s'est arrêté de tourner. Ce n'était pas une question. C'était un décret. Juste pour quelques semaines, bien sûr. Le temps qu'elle se remette sur pied, la pauvre petite. J'ai fermé les yeux, cherchant mon calme. Maman. Ce n'est absolument pas possible. J'ai déroulé la liste des raisons, une par une, avec une patience que je ne me connaissais pas. Mon bureau à domicile. Le matériel fragile et coûteux. Mon besoin impérieux de calme pour respecter mes échéances. Nos modes de vie diamétralement opposés. J'ai même ravivé le souvenir de sa dernière visite, un week-end qui s'était transformé en une semaine de chaos, de fêtes impromptues et de désordre indescriptible. Pour prouver ma bonne foi, j'ai proposé des solutions. Je peux lui avancer la caution pour un studio. Je peux lui payer une chambre d'hôtel pour une semaine. On peut regarder les annonces ensemble. Mais elle ne peut pas vivre ici, maman. C'est non. Le ton de ma mère a changé instantanément. Le sucre s'est transformé en vinaigre. Non. Tu oses dire non? À ta propre sœur? Mais quel égoïste es-tu devenu? L'argent t'a aigri. Mon père a pris le téléphone, sa voix de patriarche tonnant à travers le combiné. Jeanne, ça suffit. C'est une décision de famille. Elle vient chez toi, c'est tout. C'est ton devoir. Mon devoir? Mon devoir, c'était de me construire toute seule pendant que vous financiez ses caprices. Mon appartement n'est pas une annexe de votre maison. La conversation a pris fin sur un claquement sec. J'ai raccroché, tremblante. Le venin de la culpabilité commençait déjà à se répandre dans mes veines. Ce soir-là, en me préparant un thé, une image m'est revenue en tête. Mes parents, lors de leur dernière visite, fouinant dans ma cuisine. Et ce double des clés, que je laissais, au cas où, dans le tiroir à fourbi. Poussé par une angoisse soudaine, j'ai ouvert le tiroir, j'ai tout vidé sur le plan de travail. Des piles, des élastiques, des stylos qui ne marchent plus. Mais pas de clés. Le double avait disparu. Mon sang s'est glacé. J'ai tenté de me raisonner, de me persuader que je l'avais rangé ailleurs, dans un moment d'inattention. Mais au fond de mon âme, une sirène venait de se mettre à hurler, et son cri était celui de la trahison. Les 48 heures qui ont suivi furent une torture silencieuse. Chaque heure qui passait sans nouvelles était une victoire précaire, mais aussi une source d'angoisse croissante. Le silence de mes parents n'était jamais bon signe. C'était le calme plat qui précède l'ouragan, le recul de la vague avant le tsunami. J'ai essayé de travailler, mais mon esprit était ailleurs. Je fixais l'écran de mon ordinateur, mais je ne voyais que le vide dans ce tiroir de cuisine. J'ai retourné mon appartement 3 fois, espérant, priant de retrouver cette satanée clé et de me traiter moi-même de paranoïaque. En vain. Chaque bruit dans l'escalier me faisait sursauter. La porte de mes voisins qui claquait, les pas du dessus. Mon sanctuaire était devenu une forteresse assiégée de l'intérieur, par mes propres pensées. J'ai même rappelé ma mère, sous prétexte de lui demander une recette. Sa voix était distante, polaire. Quand je lui ai demandé nonchalamment si elle n'avait pas vu ma clé de rechange, sa réponse a été un simple « non » sec, suivi d'un « tu devrais faire plus attention à tes affaires, Jeanne ». C'était une fin de non-recevoir, un aveu déguisé. Le jeudi soir, je suis sortie d'une réunion client à Bastille. La réunion avait été productive mais épuisante. Il était près de 20 heures. La nuit tombait sur Paris, les lumières de la ville commençaient à scintiller. Dans le métro, serré contre des inconnus, je ne rêvais que d'une chose, mon canapé, un plaid, le silence. L'idée de retrouver mon havre de paix était la seule carotte qui me faisait avancer. En arrivant dans ma rue, j'ai senti une première pointe d'appréhension. Une voiture que je ne connaissais pas, mais qui ressemblait étrangement à celle de mon père, était garée en double file. J'ai accéléré le pas. Dans le hall de l'immeuble, une trace de paillettes irisait le carrelage. Le genre de paillettes que Chloé laisse derrière elle comme un escargot sa bave. Mon estomac s'est noué. En montant les 3 étages, j'ai entendu des aboiements.
Des jappements stridents, hystériques. Roméo. Le doute n'était plus permis. Devant ma porte, la confirmation finale. Une fine ligne de lumière filtrait sous le bois, et avec elle, s'échappait un nuage de parfum. La vie est belle de Lancôme. Le parfum signature de ma sœur. Un parfum que je détestais, trop sucré, trop présent, exactement comme elle. Mon souffle s'est coupé. J'ai sorti ma clé, ma main tremblait si fort que j'ai mis plusieurs secondes à trouver la serrure. J'ai poussé la porte. Et mon monde a volé en éclats. Ce n'était plus mon appartement. C'était une zone sinistrée. Un squat de luxe. Le choc a été si violent qu'il en était physique. J'ai eu l'impression qu'on m'avait frappé à l'estomac. Mon tapis berbère, que j'avais mis des mois à choisir, était souillé par des traces de pas et recouvert de vêtements jetés en boule. Des valises roses et dorées, béantes, vomissaient leur contenu sur mon parquet. À côté de la fenêtre, un amoncellement de sacs de shopping Chanel, Dior, Hermès formait une montagne indécente. Mon regard a été attiré par mon espace de travail. Mon sanctuaire dans le sanctuaire. Mes carnets de croquis étaient ensevelis sous une avalanche de produits de beauté. Un flacon de fond de teint s'était ouvert, laissant une large tache beige sur une ébauche de logo à laquelle je tenais. Mon ordinateur portable avait été poussé sur le côté pour faire de la place à un miroir grossissant et à une armée de pinceaux. C'était une profanation. Une déclaration de guerre. Et puis il y avait les sons. Le jappement incessant de Roméo, qui était en train de déchiqueter joyeusement un coussin que ma grand-mère m'avait brodé. Et la voix de Chloé. Elle était avachie dans mon fauteuil, les pieds sur ma table basse, au téléphone. Elle riait. Un rire cristallin et insouciant. Comme pour compléter ce tableau de l'apocalypse, mes parents sont sortis de ma chambre. Ma mère tenait dans ses bras une pile de mes pulls, qu'elle s'apprêtait visiblement à déplacer. Mon père la suivait, l'air d'un contremaître inspectant les travaux. Ce fut Sylvie, ma mère, qui rompit le silence. Son visage s'est éclairé d'un sourire forcé, un masque de normalité posé sur l'horreur. « Ah, te voilà ma chérie. On ne voulait pas te déranger, on s'est permis d'entrer. On a commencé à faire un peu de place pour ta sœur. » La pauvre est sur les rotules. Je suis restée figée sur le seuil, incapable de bouger, incapable de formuler un mot. L'air me manquait. C'était pire que tout ce que j'avais pu craindre. Mon père, avec son assurance habituelle, a ajouté, « Il faudra juste un peu d'organisation. On va pousser ton bureau dans le coin, et on mettra son matelas ici. » Chloé a enfin daigné raccrocher. Elle m'a regardé avec un air d'impatience. « Ben salut. T'en as mis du temps. J'ai la dalle, il y a quoi à bouffer ici ?» Mon regard a dérivé vers le mur, au-dessus du canapé. L'affiche de design avait disparu. À sa place, trônait une croûte infâme, une reproduction d'un champ de coquelicots aux couleurs criardes, le genre de tableau qu'on trouve dans les hôtels bon marché. Ma mère l'a suivi du regard. C'est plus chaleureux, non? J'ai apporté ça de la maison. La rage a submergé le choc. Une vague de colère froide, lucide, a balayé toutes mes autres émotions. Ma voix, quand elle est sortie, était méconnaissable. Plate. Sans vie. Dehors. Ma mère a soupiré, comme si je faisais un caprice. Oh, arrête ton cinéma, Jeanne. C'est ta sœur. On savait que tu ferais des histoires, alors on a préféré te mettre devant le fait accompli. C'est plus simple pour tout le monde. Sortez. Tous. De chez moi. Maintenant. Mon père a fait un pas vers moi, le torse bombé. Tu vas baisser d'un ton, jeune fille. Nous sommes tes parents. Vous êtes des intrus, ai-je sifflé. Comment? Vous êtes entrés? Ma mère a sorti de sa poche un trousseau de clés, le faisant teinter avec un petit sourire victorieux. Mais avec les clés, ma chérie. On a fait faire des doubles il y a des mois. Juste au cas où. C'est normal, dans une famille. Chloé a son propre jeu, maintenant. Tu devrais être contente, on prend soin de toi. J'ai sorti mon téléphone. L'heure de la diplomatie était révolue. Vous avez exactement 10 minutes pour rassembler toutes vos affaires et disparaître de ma vue.
dans 10 minutes et 1 seconde, j'appelle la police. Mon père a éclaté d'un rire méprisant. Tu n'oserais jamais. On est ta famille. Ils venaient de signer leur arrêt. Le rire de mon père a agi comme un électrochoc. Il a brisé la dernière once d'hésitation en moi. Sa certitude que je bluffais, que les liens du sang étaient une laisse qu'il pouvait tirer à sa guise, a solidifié ma résolution. Il ne me voyait pas. Il ne me verrait jamais. Il ne voyait qu'un outil, une solution de repli, une extension de leur propre volonté. J'ai déverrouillé mon téléphone, mes doigts se déplaçant avec une précision mécanique. J'ai tapé le 1, puis le 7. Et j'ai appuyé sur l'icône verte, en activant le haut-parleur. Le son de la sonnerie a rempli l'appartement, strident et incongru au milieu des valises roses et des sacs de luxe. Le rire de mon père s'est étranglé dans sa gorge. Le sourire de ma mère s'est figé. Chloé, qui avait recommencé à pianoter sur son téléphone, a levé la tête, les yeux écarquillés. Police secours, bonjour. La voix de l'opérateur était calme, professionnelle. Mon propre calme m'a surprise. Ma voix ne tremblait pas, bonsoir. Je m'appelle Jeanne Martin. J'appelle de mon domicile, au 24 rue de la Folie-Méricourt. Je signale une intrusion. 3 personnes sont entrées chez moi sans mon consentement et refusent de partir. Un silence de mort s'est installé, seulement brisé par les jappements de Roméo. Compris, madame. Y a-t-il des violences? Êtes-vous en danger? J'ai balayé ma famille du regard. Leur visage était passé de l'arrogance à la stupeur, puis à la panique. Pas de violence physique, mais la situation est très tendue. Ils sont entrés en utilisant des clés dupliquées à mon insu. C'est une violation de domicile. Le mot a été lâché. Violation. C'est à ce moment-là que ma mère a explosé. Elle a bondi vers moi, tentant de m'arracher le téléphone des mains. Mais enfin Jeanne, arrête cette folie. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas nous couvrir de honte. Appelle-les, dis-leur que c'est une erreur. Je l'ai repoussé fermement. C'est trop tard, maman. Il fallait y penser avant de crocheter ma vie. L'opérateur, qui avait tout entendu, a repris, ne raccrochez pas, madame. Une patrouille est en route. Restez près de la porte si possible. Mon père, réalisant que je n'allais pas céder, a changé de tactique. La fureur a remplacé la suffisance. Il a commencé à hurler sur Chloé. Remballe. Remballe tout, idiote. Dépêche-toi. La scène est devenue surréaliste. Chloé, en larmes, fourrait ses robes en soie et ses pulls en cachemire dans ses valises avec la grâce d'un déménageur pressé. Ma mère pleurait à chaudes larmes, alternant les supplications et les accusations. Mon père, lui, me fixait avec des yeux noirs de rage, comme s'il pouvait me foudroyer sur place. Les policiers, un homme et une femme d'une trentaine d'années, sont arrivés avec une rapidité impressionnante. Leur présence a immédiatement imposé un semblant d'ordre dans le chaos. Je les ai accueillis à la porte, tandis qu'ils évaluaient la situation d'un regard expert, j'ai exposé les faits. J'ai présenté ma carte d'identité, l'acte de propriété de l'appartement qui était dans mon bureau. J'ai expliqué le refus initial, la disparition de ma clé, et l'invasion. Ma mère a tenté une dernière fois sa performance de mère éplorée. Monsieur l'agent, ma fille est surmenée, elle ne sait plus ce qu'elle dit. Nous sommes ses parents, nous étions juste inquiets. L'agente, une femme au visage intelligent et aux yeux fatigués, l'a interrompu poliment mais fermement. Madame, ce n'est pas la question. La question est, aviez-vous la permission de votre fille d'être ici ce soir? Mon père a marmonné, nous n'avons pas besoin de sa permission. L'agente a levé un sourcil. Ah bon? La loi dit le contraire. Mademoiselle Martin est majeure et seule propriétaire de ce logement. Sans son accord, votre présence ici s'appelle une violation de domicile. Elle s'est tournée vers moi. Voulez-vous porter plainte? J'ai hésité une seconde. Leur visage défait. Puis j'ai repensé à la tache de fond de teint sur mon dessin, à la remarque de mon père. Je veux qu'il parte. C'est tout ce que je veux. L'agent a hoché la tête. Il s'est adressé à mon père. Vous avez entendu.
vous allez finir de charger vos affaires et quitter les lieux sur le champ. Puis, s'approchant de moi, il a ajouté plus bas, mon conseil, changez cette serrure dès ce soir. Ne laissez pas passer la nuit. Et demain, à la première heure, allez au commissariat déposer une main courante. Ça laissera une trace officielle. C'est important pour la suite. Leur départ fut pathétique. Une retraite en désordre, ponctuée par les sanglots de ma mère et les regards noirs de mon père. Une fois la porte refermée sur leur drame, un silence total est tombé. L'appartement semblait immense, vide, et pourtant saturé de leur présence. L'odeur de parfum de Chloé flottait encore dans l'air. J'ai ouvert toutes les fenêtres, malgré le froid de la nuit, comme pour purifier l'atmosphère. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. J'ai agi. Le conseil du policier tournait en boucle dans ma tête. Ne laissez pas passer la nuit. Mon ordinateur était toujours là, au milieu du désordre. Je l'ai ouvert. Serrurier Urgence Paris 11. Le premier numéro a répondu. L'homme m'a annoncé un tarif exorbitant pour une intervention de nuit. J'ai dit oui sans discuter. Pendant que j'attendais, j'ai continué. Sur Amazon, j'ai commandé le meilleur kit de sonnettes vidéo et de caméras de sécurité que j'ai pu trouver. Livraison en 24 heures. Puis, la partie la plus importante. Les emails. J'ai rédigé un message clair et concis au syndic de copropriété. J'ai expliqué l'intrusion et j'ai demandé, en vertu du règlement de l'immeuble, que les noms de Gérard, Sylvie et Chloé Martin soient inscrits sur la liste des personnes interdites d'accès sans mon autorisation formelle et ma présence physique. Le deuxième email, destiné à ma RH et à mon client principal, fut plus difficile à écrire. Je l'ai tourné et retourné, cherchant le ton juste, entre transparence et protection de ma vie privée. Chers tous, je vous écris pour vous informer d'une situation personnelle et familiale difficile que je traverse actuellement. Par excès de prudence, je tiens à vous signaler qu'il est possible, bien que peu probable, que des membres de ma famille cherchent à vous contacter. Je vous saurai gré de ne tenir compte d'aucune information me concernant qui ne proviendrait pas de moi directement et vous assure que cette situation n'aura aucun impact sur mon engagement professionnel et le respect de mes délais. Avec mes remerciements pour votre compréhension. J'ai cliqué sur « Envoyer ». La forteresse était en cours de construction. Brique par brique. Serrure par serrure. Mot par mot. Le serrurier est arrivé vers 23 heures. C'était un homme trapu, à l'air bourru mais au geste précis. En quelques minutes, l'ancien cylindre était démonté, remplacé par un nouveau, rutilant, avec un jeu de 5 clés scellées dans une pochette. Le claquement sec de la nouvelle serrure se fermant pour la première fois a été le plus beau son que j'ai entendu de toute la semaine. C'était le son de la sécurité. Le son du contrôle retrouvé. Le prix était exorbitant, mais chaque centime en valait la peine. C'était l'investissement le plus rentable de ma vie. Une fois seule, j'ai pris une photo de la nouvelle serrure, brillante sous la lumière du couloir. J'ai ouvert WhatsApp, je suis allée sur la conversation du groupe « Famille » et j'ai posté la photo. J'ai écrit un texte court, clinique, comme si je rédigeais un rapport d'incident. Les serrures ont été changées. Toute nouvelle tentative d'entrer dans mon appartement sans ma permission explicite sera considérée comme une effraction et signalée aux autorités compétentes. Des caméras de surveillance seront installées dès demain. Ceci est ma dernière communication sur ce sujet. Toute tentative de me contacter sera ignorée. Puis, j'ai fait quelque chose que j'aurais dû faire depuis des années. J'ai quitté le groupe. Et j'ai bloqué leurs 3 numéros. Un par un. L'acte était simple, digital, mais la portée était immense. Je coupais le cordon. Un cordon qui n'était plus nourricier, mais toxique. Je m'attendais à une riposte, mais je ne l'imaginais pas si rapide, ni si perverse. N'ayant plus de prise sur moi, ils ont déplacé le champ de bataille sur la place publique, là où la vérité est une notion malléable, les réseaux sociaux. Le lendemain matin, le chef-d'œuvre de Chloé est apparu sur son mur Facebook. C'était un long monologue, empreint d'une tristesse étudiée et parsemé de citations sur la résilience. Elle y parlait de la douleur de se sentir étrangère dans sa propre famille, de l'incompréhension face à des cœurs fermés par l'égoïsme et la peur. Elle évoquait une main tendue qui avait été violemment repoussée.
Pas un seul fait concret, juste des allusions, des émotions vagues, conçues pour susciter la sympathie et l'indignation. Le coup de grâce était la photo qui accompagnait le texte, un selfie d'elle, sans maquillage, une larme unique et photogénique coulant sur sa joue. En légende, parfois, la plus grande épreuve est de pardonner à ceux qui ne demanderont jamais pardon. #famille #résilience cœur brisé. L'effet a été immédiat. C'était comme jeter un pavé dans la mare des relations familiales. Les commentaires ont afflué. Oh ma pauvre chérie, quel courage, je suis choquée, je t'envoie toute ma force, certaines personnes ne méritent pas la famille qu'elles ont. Ma tante Brigitte, bien sûr, a été l'une des premières à commenter, ta porte te sera toujours ouverte chez nous, ma puce. Nous, on sait ce que le mot « famille » veut dire. C'est elle qui m'a appelé, en utilisant le téléphone de mon oncle. Je n'avais pas pensé à bloquer ce numéro. Jeanne? C'est Tati Brigitte. J'ai vu ce que ta pauvre sœur a écrit. Je suis scandalisée. Comment peux-tu lui faire une chose pareille? La mettre dehors? Après tout ce que tes parents ont fait pour toi? Sa voix suintait le reproche. Elle ne cherchait pas à comprendre, elle avait déjà son verdict. Elle se délectait du drame. J'ai respiré lentement. J'ai repensé aux conseils de ma thérapeute, vus des années auparavant pour gérer le stress. Ne justifie pas. N'argumente pas, pose une limite. Bonjour tante Brigitte. Ce que tu lis sur Internet n'est qu'une version très partielle de l'histoire. C'est une affaire privée et complexe qui est maintenant entre les mains de la justice. Je ne peux pas en discuter. Je te demande de respecter ça. La justice? Mais enfin, tu ne vas pas faire un procès à ta propre famille. Je te souhaite une excellente journée, tante Brigitte. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre. Et j'ai bloqué le numéro de mon oncle. Puis, méthodiquement, j'ai bloqué tous les numéros des cousins, cousines, et amis de la famille susceptibles de me harceler. Malgré cette carapace, les mots me blessaient. La version qu'ils propageaient faisait de moi le bourreau. J'étais seule contre tous, et le doute, ce poison, commençait à s'infiltrer. C'est là que Luc est intervenu, mon ancre dans la tempête. Je l'ai appelé, ma voix brisée par l'émotion, et je lui ai lu le post de Chloé. Son premier mot a été un juron. L'artiste. Elle pourrait écrire des scénarios pour des telenovelas. Ne tombe pas dans son piège, Jeanne. C'est ce qu'elle veut. Te faire douter, t'isoler. Pour que tu reviennes en rampant et en t'excusant. Il a fait une pause. Mais on ne va pas la laisser faire. La meilleure défense, c'est l'attaque. Ou plutôt, la vérité. Pendant que j'attendais la livraison de mes caméras, Luc a joué les détectives privés. Il a passé son après-midi à éplucher le compte Instagram de Chloé. Il m'a envoyé un dossier compressé par email. Le contenu était édifiant. Des photos de Chloé la semaine précédente, sirotant un cocktail à 18 € sur le rooftop d'un grand hôtel. Une vidéo d'elle essayant une paire de chaussures à 800 €. Un boomerang de son voyage à Dubaï le mois d'avant. Luc avait ajouté une légende à chaque fichier. Ici Chloé, SDF, en grande difficulté financière. On garde ça au chaud, m'a-t-il écrit. C'est notre arsenal. On ne l'utilise que si c'est absolument nécessaire. Pour l'instant, son arrogance est notre meilleur allié. Elle va forcément faire une erreur. Il avait une confiance en ma victoire qui me manquait cruellement. Mais sa loyauté était un baume sur mes blessures. Je n'étais pas seule. J'avais un allié. Et c'était tout ce dont j'avais besoin pour continuer à me battre. Le kit de sécurité est arrivé le samedi matin. J'ai passé une partie de la journée à tout installer. La sonnette vidéo sur ma porte d'entrée, la petite caméra discrète dans le coin de mon salon, pointée vers la porte. Configurer les applications, les alertes de mouvement. Chaque étape était un geste de réappropriation. Je transformais mon appartement en une forteresse imprenable, et cela me procurait un étrange sentiment de puissance. J'ai bien fait de ne pas perdre de temps. Le samedi après-midi, alors que je tentais de remettre un peu d'ordre dans mon bureau profané, mon téléphone a émis une notification. Mouvement détecté à votre porte d'entrée. Mon cœur a manqué un battement. J'ai ouvert l'application, l'estomac noué.
L'image en direct, en haute définition, est apparue sur mon écran. Chloé. Elle était là, sur mon palier. Et à côté d'elle, un homme en bleu de travail, une grosse caisse à outils à la main. Un serrurier. La bile m'est montée à la gorge. C'était donc ça, son plan B. Le culot était sidérant. Après avoir été escortée par la police, après mon message sans équivoque, elle revenait, non pas pour s'excuser, mais pour forcer son entrée. J'ai immédiatement activé l'enregistrement vidéo et le son. La voix de Chloé, à travers le micro de la sonnette, était un mélange de drame et d'urgence. Elle jouait la comédie de sa vie. Je vous assure, monsieur, c'est bien mon appartement. J'y vis avec ma sœur, mais elle est un peu instable en ce moment. Elle a fait une crise et a changé les serrures pour se venger. Regardez, j'ai mes clés, mais elles ne fonctionnent plus. Elle a agité l'ancien jeu de clés dupliquées. Toutes mes affaires sont dedans, mon portefeuille, mes médicaments pour l'anxiété. Je dois absolument rentrer. Le serrurier, un homme d'une quarantaine d'années, semblait hésiter. Il se grattait la tête. Écoutez, madame, sans une pièce d'identité avec une adresse correspondante ou une facture à votre nom, je ne peux légalement pas forcer la porte. C'est la procédure. Mais tout est à l'intérieur, je vous dis. Vous ne pouvez pas me laisser comme ça. Sa voix devenait stridente. C'était le moment. J'ai appuyé sur l'icône du microphone. Ma voix, amplifiée par le petit haut-parleur de la sonnette, a retenti sur le palier, claire et froide. Chloé, tu es sur une caméra de surveillance. La conversation est enregistrée. Tu es en train de commettre une tentative d'effraction. Pars immédiatement. Je me suis ensuite adressée au serrurier. Monsieur, je suis la seule propriétaire de cet appartement. Cette personne est ma sœur, et elle a une interdiction formelle de s'approcher de mon domicile. Si vous touchez à ma porte, vous vous rendez complice d'un délit. La police a déjà été prévenue de la situation. L'effet a été instantané. Le visage du serrurier s'est décomposé. Il a fait un pas en arrière comme s'il venait de toucher un fil électrique. Il a regardé Chloé, puis la caméra intégrée dans la sonnette, et a compris qu'il était au milieu d'un guêpier. Oh, excusez-moi, madame, a-t-il bafouillé en s'adressant à la sonnette. Je ne savais pas. Je ne peux rien faire. Il a ramassé sa caisse à outils et s'est presque enfui en direction des escaliers, laissant Chloé seule et désemparée. Sa détresse feinte a laissé place à une rage pure. Elle a tambouriné à ma porte avec ses poings et ses pieds. Ouvre. Ouvre cette porte, espèce de folle. Tu crois que tu vas t'en tirer comme ça? Je vais te détruire, Jeanne. Tu m'entends? Te détruire. Ses cris résonnaient dans la cage d'escalier. J'étais terrifiée, mais je n'ai pas bougé, les yeux rivés sur mon écran, continuant d'enregistrer chaque insulte, chaque menace. Soudain, une porte s'est ouverte sur le palier. C'était celle de Madame Dubois, ma concierge. Elle est sortie, vêtue de son éternel tablier à fleurs, un plumeau à la main. Elle a regardé Chloé avec un dégoût non dissimulé. Mademoiselle. Le cirque est terminé. Soit vous partez de vous-même, soit c'est moi qui appelle la police. Et croyez-moi, ils me connaissent bien au commissariat du quartier. Il y avait dans sa voix une autorité tranquille que même Chloé n'a pas osé défier. Elle lui a lancé un regard venimeux, a craché une dernière insulte à l'intention de ma porte, et a finalement battu en retraite. Quelques minutes plus tard, on a frappé à ma porte. Un toc-toc discret. J'ai regardé par le Judas. Madame Dubois. J'ai ouvert, le cœur encore battant. Elle m'a tendu une tasse fumante. Une verveine. Pour les nerfs. Je l'ai fait entrer, la remerciant. Elle a jeté un regard à la caméra dans le coin du salon. Vous avez bien fait, a-t-elle dit. La meilleure arme contre les hystériques, c'est le calme et la technologie. Elle a fait une pause, puis a ajouté, j'ai tout noté. L'heure de sa venue, l'heure de son départ, la présence du serrurier. Tout est dans mon carnet. Le brigadier Rousseau est un ami, il sera content d'avoir des détails. Dans cet immeuble, voyez-vous, on est une petite communauté. On se protège. J'ai senti une vague d'émotion me submerger.
Cette petite femme sèche, que j'avais toujours considérée avec une certaine distance, venait de m'adopter dans sa communauté. Je n'étais plus seule dans ma forteresse. J'avais une gardienne. Le lendemain, l'attaque est venue d'un autre front. Ma mère, comprenant que la force brute ne fonctionnait pas, a opté pour le sabotage. Elle a réussi à trouver le numéro de mon client principal. L'après-midi, j'ai reçu un email de sa part, avec en objet « Appel de votre mère ». Mon sang s'est glacé. Mais en lisant le contenu, j'ai compris que ma parade avait fonctionné. Chère Jeanne, je vous écris simplement pour vous informer que votre mère vient de m'appeler. Elle m'a tenu un discours assez confus sur votre état de santé mentale et votre manque de fiabilité. Comme vous m'en aviez averti, je n'en ai pas tenu compte et je l'ai poliment éconduite. Je tenais simplement à vous réitérer ma confiance. Tenez bon. Cordialement, Alain. Ils avaient tout essayé. L'invasion physique, l'effraction, la diffamation publique, et maintenant le sabotage professionnel. Ils avaient franchi toutes les lignes rouges. Il ne me restait plus qu'une seule option, ériger une muraille légale si haute et si épaisse qu'ils ne pourraient plus jamais l'escalader. Le lundi matin, j'étais dans le bureau de maître Antoine Valois. Le lieu était à son image, sobre, élégant, sans fioritures. Des murs couverts de livres de droit, un grand bureau en bois sombre, et une vue imprenable sur les toits de Paris. Il m'a accueilli avec une poignée de main ferme et m'a invité à m'asseoir. Luc m'a brièvement exposé la situation, a-t-il commencé. Mais je voudrais entendre votre version, depuis le début. Ne négligez aucun détail. J'ai pris une grande inspiration et je me suis lancé. J'ai parlé pendant près d'1 heure. J'ai tout raconté, de la dynamique familiale à l'appel initial, de la clé volée à l'invasion, de la confrontation avec la police au post Facebook, jusqu'à la tentative d'effraction avec le serrurier et l'appel à mon client. Ma voix était assurée. Ce n'était plus le récit d'une victime, mais l'exposé d'une plaignante. Quand j'ai eu terminé, j'ai posé sur son bureau le dossier que j'avais méticuleusement préparé. À l'intérieur, tout était classé, la chronologie des événements, les captures d'écran des messages et des publications, les transcriptions des messages vocaux, la déclaration signée de Madame Dubois, l'email de mon client. En dernier, j'ai sorti une clé USB. Ici, vous trouverez les enregistrements vidéo de l'incident avec le serrurier, ainsi que les enregistrements audio des menaces de ma sœur. Maître Valois a parcouru le dossier, les sourcils légèrement haussés. Il a inséré la clé USB dans son ordinateur et a visionné la scène sur mon palier. Il n'a fait aucun commentaire, mais j'ai vu sa mâchoire se contracter. Quand il a relevé la tête, son regard avait changé. L'avocat avait laissé place au prédateur. Mademoiselle Martin, la plupart des gens viennent me voir avec des larmes et des accusations. Vous venez avec un dossier d'instruction complet. C'est impressionnant. Il s'est levé et a fait les 100 pas devant la fenêtre. Ce que vous subissez est intolérable et parfaitement illégal. Nous n'allons pas seulement nous défendre, nous allons contre-attaquer, et nous allons le faire sur 2 fronts. Il s'est arrêté et m'a regardé droit dans les yeux. Front numéro 1, le civil. Nous allons immédiatement envoyer une mise en demeure par huissier à vos parents et à votre sœur. Le ton sera glacial. Nous allons exiger la cessation immédiate de tout harcèlement, sous quelque forme que ce soit. En parallèle, nous allons déposer une requête en urgence auprès du juge aux affaires familiales pour obtenir une ordonnance de protection. Au vu des éléments, notamment la tentative d'effraction et le harcèlement professionnel, je suis très confiant. Il a fait une pause. Front numéro 2, le pénal. Vous avez déjà déposé une main courante. Nous allons la transformer en plainte officielle pour tentative de violation de domicile, menaces et harcèlement. La vidéo est une preuve irréfutable. Le procureur ne pourra pas l'ignorer. Il est revenu s'asseoir. Ma question pour vous est la suivante, êtes-vous prête à aller jusqu'au bout? Cela risque d'être long, éprouvant, et de couper définitivement les ponts avec votre famille. J'ai repensé à mon appartement souillé, à la peur que j'avais ressentie. Maître, ils ont déjà coupé les ponts quand ils ont fait copier mes clés. Je suis prête. Son visage s'est éclairé d'un sourire carnassier. Parfait. Alors mettons-nous au travail. La mise en demeure, signifiée par un huissier de justice, a eu l'effet d'un électrochoc.
Elle a officialisé la guerre, la sortant de la sphère privée pour l'ancrer dans la réalité juridique. L'audience pour l'ordonnance de protection a été une parodie de justice familiale. Ils étaient venus avec un avocat qui semblait plus habitué au divorce à l'amiable qu'au cas de harcèlement. Il a tenté de minimiser les faits, de parler d'un conflit familial un peu passionné, d'une sœur aînée un peu rigide. Chloé, en pleurs, a joué la partition de la petite sœur incomprise, abandonnée par une famille qu'elle aimait tant. Maître Valois n'est pas tombé dans le piège du drame. Il a méthodiquement démonté leur défense avec des faits, rien que des faits. Chaque mensonge de Chloé était contré par une pièce du dossier, un email, une capture d'écran, une vidéo. Le point culminant a été la diffusion de la vidéo de la sonnette. La salle d'audience a pu entendre Chloé mentir effrontément au serrurier, puis hurler des menaces de mort à ma porte. Le visage de l'avocat de la partie adverse s'est décomposé. Il n'avait visiblement pas été mis au courant de cette preuve. Le juge, une femme qui en avait clairement vu d'autres, n'a pas laissé le spectacle durer. Sa décision a été rapide, et sans appel. Ordonnance de protection pour 2 ans. Interdiction d'approcher à moins de 300 mètres de mon domicile et de mon lieu de travail. Interdiction de contact par quelque moyen que ce soit, y compris via des tiers. Interdiction de publier ou de faire publier quoi que ce soit me concernant. En entendant ces mots, ma mère s'est levée en criant « Mais c'est mon enfant. Vous n'avez pas le droit. » Le juge l'a regardée par-dessus ses lunettes. « Madame, votre fille est une adulte. Et en tant que telle, elle a le droit à la paix. Un droit que vous avez manifestement bafoué. » L'audience est levée. Leur sortie du tribunal a été un chaos de récriminations et de regards haineux. Mais pour la première fois, leurs mots ne m'atteignaient plus. Ils étaient protégés par une armure invisible, une armure faite de droit et de justice. J'avais gagné la bataille. Mais la guerre, je le savais, n'était pas encore tout à fait terminée. L'ordonnance de protection a été comme une bulle de silence et de sécurité qui s'est formée autour de ma vie. Les premières semaines, je me réveillais encore avec une boule d'angoisse au ventre, vérifiant mon téléphone, m'attendant à une nouvelle attaque. Mais rien. Le silence était total, assourdissant, et merveilleusement apaisant. J'ai commencé à me détendre, à réinvestir mon appartement, à effacer les dernières traces psychiques de leur passage. J'ai investi ce temps dans ma reconstruction. La thérapie est devenue mon espace de décompression, le lieu où je pouvais disséquer les mécanismes de manipulation que j'avais subis toute ma vie sans même en avoir conscience. J'ai compris que j'avais été conditionnée pour être la raisonnable, celle qui absorbe les problèmes, qui ne demande rien, pour que Chloé puisse continuer à être la princesse, celle qui crée les problèmes et exige tout. Obtenir cette ordonnance n'était pas un acte de guerre, c'était un acte de libération. Pendant ce temps, la machine judiciaire suivait son cours sur le front pénal. Mon dépôt de plainte, étayé par le dossier solide que nous avions constitué, a convaincu le procureur. J'ai été informé par Maître Valois que Chloé était officiellement poursuivie pour tentative de violation de domicile et harcèlement. La convocation au tribunal correctionnel a dû leur être signifiée peu après. J'imagine leur incrédulité, leur indignation. La justice des « vrais gens », avec de vraies conséquences, venait de faire irruption dans leur monde de faux-semblants. C'est à ce moment-là, alors que je pensais que l'histoire ne pouvait pas devenir plus sombre, qu'une lumière inattendue a jailli du passé. Un soir, en consultant mes messages sur Facebook, j'ai vu une demande provenant d'un inconnu. Pierre Dubois. Le nom ne me disait rien, mais son visage sur la photo de profil a déclenché quelque chose dans ma mémoire. J'ai cherché dans mes vieux albums photos mentaux et j'ai retrouvé. C'était l'ex-petit ami de Chloé, celui qui l'avait quitté 3 ans auparavant. Celui qu'elle et ma mère avaient décrit comme un pervers narcissique manipulateur. Son message était prudent et respectueux. Bonjour Jeanne. Je m'excuse de cette intrusion. Une amie commune m'a parlé de la situation incroyablement difficile que tu traverses avec ta famille. Son récit a fait écho à ma propre histoire avec Chloé. Je ne veux pas remuer le passé, mais si mon témoignage peut d'une quelconque manière t'aider à prouver ce que tu endures, je suis à ta disposition. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. J'ai accepté sa demande et nous avons convenu d'un appel téléphonique pour le lendemain. Je m'attendais à entendre des généralités, des confirmations de son caractère difficile.
Ce qu'il m'a raconté était un copier-coller de ma propre expérience, une version antérieure et tout aussi terrifiante. Il m'a décrit le harcèlement post-rupture, les centaines d'appels, les messages incessants. Et puis il m'a raconté la nuit où il était rentré chez lui pour trouver sa porte forcée, et Chloé assise en larmes sur son canapé. J'ai eu la peur de ma vie, m'a-t-il dit, sa voix encore empreinte de l'écho de cette peur. J'ai appelé la police. Mais avant qu'ils n'arrivent, tes parents ont débarqué. Ils avaient dû prendre le premier train de Bordeaux. Ton père m'a pris à part, m'a parlé de l'avenir de sa fille, de ne pas gâcher sa vie pour une erreur de jeunesse. Ta mère pleurait, me suppliant. Il a fait une pause. J'étais jeune. Ils m'ont proposé de l'argent. Beaucoup d'argent. Pour payer les réparations, et pour mon silence. J'ai accepté. J'ai dit aux policiers que c'était un malentendu. C'est la plus grande lâcheté de ma vie, et je le regrette encore aujourd'hui. J'étais sans voix. Ce n'était donc pas la première fois. Mes parents n'étaient pas seulement des facilitateurs, ils étaient des complices actifs, des experts en étouffement d'affaires. Pierre, ai-je demandé, ma voix tremblante d'excitation, est-ce que tu aurais, par le plus grand des hasards, conservé la moindre preuve de cette histoire? Un long silence a suivi. Tu sais, je suis un peu un accumulateur numérique. Je sauvegarde tout sur des disques durs externes. C'est possible. Il faut que je cherche dans mes archives de 2022. L'attente a été insoutenable. 2 jours plus tard, un email est arrivé dans ma boîte de réception. Il était de Pierre, avec Maître Valois et moi en destinataire. L'objet était simple, preuve. Il y avait 2 pièces jointes. La première était un fichier PDF contenant des dizaines de captures d'écran de messages de Chloé. On y voyait clairement l'escalade, de la supplication à l'insulte, jusqu'à la menace finale, je te jure si tu m'ouvres pas je vais défoncer ta porte. La deuxième pièce jointe était une photo. L'image était de bonne qualité. On y voyait une porte en bois, dont le cadre était éclaté autour de la serrure. Les marques d'un pied de biche ou d'un tournevis étaient nettement visibles. C'était la preuve matérielle, irréfutable, de l'effraction. Pierre avait ajouté quelques lignes dans son message. J'ai retrouvé ça. Je suis prêt à témoigner sous serment si nécessaire. Personne ne devrait avoir à subir ça. Bon courage, Jeanne. J'ai immédiatement appelé Maître Valois. Il avait déjà vu l'email. Sa voix, au téléphone, était pleine d'une joie quasi sadique. Chère Jeanne, votre sœur et ses avocats pensaient jouer une partie d'échecs. Ils ne savent pas que nous venons de recevoir une reine et 2 tours supplémentaires. L'argument de l'acte isolé de désespoir vient de se transformer en schéma de comportement délictueux récidiviste. C'est ce qu'on appelle un échec et mat, la chute de Chloé n'était plus seulement probable. Elle était devenue inéluctable. Et avec elle, la chute de tout le système de mensonges et de déni que mes parents avaient si soigneusement construit autour d'elle. Le jour du procès au tribunal correctionnel, l'air était lourd, électrique. L'atmosphère était radicalement différente de celle, plus feutrée, du tribunal des affaires familiales. Ici, les murs semblaient imprégnés de la gravité des peines prononcées. Il ne s'agissait plus de relations humaines, mais d'infractions au code pénal. Ma famille formait un bloc sombre et silencieux sur un des bancs. L'assurance avait fait place à une sorte de résignation craintive. Mon père fixait le sol, le dos voûté. Ma mère triturait un mouchoir, le visage ravagé. Chloé, à côté de son avocat commis d'office, avait adopté une stratégie de sobriété extrême. Vêtue d'un col roulé noir et d'un pantalon gris, sans maquillage, elle avait l'air d'une étudiante prise dans une tourmente qui la dépassait. C'était une performance, et je la savais aussi fausse que ses larmes. Mon tour de témoigner est arrivé rapidement. Sous le regard des 3 juges, j'ai raconté les faits, une dernière fois. J'ai détaillé la chronologie, l'escalade, la peur. L'avocat de Chloé a tenté de me dépeindre en sœur aînée autoritaire et insensible, incapable de faire preuve de compassion. Mais enfin, mademoiselle Martin, n'auriez-vous pas pu simplement ouvrir votre porte et discuter? N'était-ce pas un simple appel à l'aide, certes maladroit, de la part de votre jeune sœur en détresse? Maître Valois m'avait coaché pour ce moment précis. Monsieur l'avocat,
Un appel à l'aide ne se fait pas avec un serrurier après avoir été escorté par la police 2 jours plus tôt. Un appel à l'aide ne se transforme pas en menace hurlée sur un palier. Ce n'était pas un appel à l'aide. C'était une tentative d'invasion. Ma réponse était calme, factuelle, et a visiblement fait mouche auprès du tribunal. L'essentiel de la défense reposait sur l'idée que Chloé, en proie à une détresse psychologique exceptionnelle, avait agi de manière irréfléchie, dans un acte unique et isolé. Son avocat a parlé de son cœur brisé, de sa situation précaire, tentant de susciter la pitié des juges. Puis ce fut au tour de Chloé d'être appelée à la barre. Elle a raconté sa version, la voix tremblante, expliquant qu'elle voulait juste récupérer des affaires personnelles et parler à sa sœur. C'est là que Maître Valois s'est levé. Lentement. Il s'est approché d'elle. Mademoiselle Martin, vous affirmez donc sous serment que cet incident était la conséquence unique et exceptionnelle d'une situation de détresse? Oui, monsieur. A-t-elle murmuré. Vous n'avez donc jamais, dans des circonstances similaires de rupture sentimentale, tenté de vous introduire de force au domicile de quelqu'un d'autre? Le piège était tendu. J'ai vu une lueur de panique dans ses yeux, mais elle s'est tenue à son mensonge. Non. Jamais. C'est votre dernier mot? Oui. Maître Valois s'est alors tourné vers la présidente du tribunal. Madame la présidente, mesdames, messieurs les assesseurs, la défense tente de nous présenter un acte isolé. Je vais vous prouver qu'il s'agit d'un mode opératoire. Je demande la permission d'appeler un témoin à la barre, monsieur Pierre Dubois. Le nom a résonné dans la salle. Le visage de Chloé s'est vidé de toute couleur. Mes parents se sont regardés, horrifiés. Ils comprenaient. Le fantôme de leur arrangement passé venait de ressurgir en pleine lumière. Pierre s'est avancé, calme et déterminé. Il a prêté serment. Maître Valois lui a demandé de raconter les événements de 2022. Pierre a décrit la rupture, le harcèlement, et l'effraction. Son récit était précis, clinique. L'avocat de Chloé a tenté de le discréditer. Vous aviez une relation passionnelle, n'est-ce pas? Ces accusations ne sont-elles pas le fruit du ressentiment? Non, monsieur. C'est le fruit des faits. D'ailleurs, Maître Valois a interrompu, Madame la Présidente, je souhaite maintenant présenter au tribunal les pièces que monsieur Dubois a bien voulu nous fournir. Il a projeté sur les écrans de la salle d'audience les captures d'écran des messages de Chloé. Le fameux « Je vais défoncer ta porte » est apparu en grand. Puis, il a affiché la photo de la porte fracturée. L'image était accablante. Mademoiselle Martin, a demandé Maître Valois d'une voix forte, se tournant vers Chloé qui était encore à la barre, pétrifiée. Est-ce là aussi un « appel à l'aide maladroit » ? Ou est-ce la signature de quelqu'un qui refuse systématiquement qu'on lui dise non? Le silence dans la salle était total. Le mensonge de Chloé venait d'être pulvérisé en direct, sous les yeux de la justice. Elle venait de se parjurer. La plaidoirie du procureur fut brève et cinglante. Il a parlé d'un « mépris total pour la loi », d'un « sentiment de toute puissance alimenté par une complicité familiale malsaine » et d'un « danger potentiel pour autrui. Le tribunal s'est retiré pour délibérer. L'attente fut courte. Le verdict, coupable. Coupable de tentative de violation de domicile, de harcèlement et de menaces. La peine, 180 heures de travaux d'intérêt général. Une obligation de suivi psychiatrique d'une durée d'1 an, avec obligation de justifier des rendez-vous. Le remboursement intégral de tous mes frais. Et une inscription au casier judiciaire B2. C'était la fin. La fin de son impunité. La fin de leur système. En entendant la sentence, Chloé n'a pas pleuré. Elle s'est tournée vers moi, et dans son regard, il n'y avait ni remords, ni tristesse. Juste une haine pure, froide et infinie. Le rideau était tombé. Le masque aussi. La vie après le procès a pris une nouvelle couleur, celle de la sérénité. L'ordonnance de protection était ma barrière légale, mais la condamnation de Chloé était ma libération psychologique. La vérité, la vraie, avait été établie, non pas par moi, mais par une institution impartiale. Je n'étais plus la sœur méchante, la fille ingrate. J'étais la victime dont les droits avaient été reconnus.
Cette reconnaissance a eu un effet d'entraînement inattendu. La nouvelle, avec tous ces détails sordides sur la récidive de Chloé et le rôle de mes parents, s'est inévitablement propagée jusqu'à Bordeaux. Qu'en dira-t-on, cette force si puissante dans les cercles provinciaux, s'est retournée contre ses maîtres. Ceux qui avaient passé leur vie à soigner leur image de famille respectable étaient désormais les parents d'une fille condamnée en justice, des gens qui avaient acheté le silence d'une victime. La honte, leur arme de prédilection, leur a explosé au visage. J'ai eu la confirmation de ce retour de flamme lors d'un appel surréaliste de ma tante Brigitte. Elle pleurait au téléphone, mais ses larmes n'étaient pas pour moi. Jeanne, c'est une catastrophe, sanglotait-elle. Ton père n'ose plus aller au club de golf. Ta mère a annulé son bridge. Tout le monde parle de ça. Tu as traîné notre nom dans la boue. J'ai écouté son apitoiement, fasciné par son incapacité à voir la véritable source du problème. Ce n'était pas moi qui avais sali leur nom. C'étaient leurs actes. Tante Brigitte, ai-je répondu avec un calme qui m'a moi-même étonné, le nom de la famille n'a de valeur que si les membres de cette famille se comportent honorablement. Ce n'est pas mon procès que j'ai fait, c'est le leur. Je te souhaite une bonne journée. J'ai mis fin à la conversation, sans colère, juste avec la lassitude de celle qui a enfin compris et accepté. J'ai décidé qu'il était temps pour moi aussi de tourner la page physiquement. Mon appartement, ma forteresse, avait rempli son rôle. Mais il était aussi chargé du souvenir de l'invasion, des cris, de la peur. J'avais besoin d'un lieu vierge. J'ai trouvé un appartement magnifique près du canal Saint-Martin, avec un petit balcon qui donnait sur les arbres. Un endroit baigné de lumière, où je pouvais respirer. Le déménagement a été un rituel de purification. Chaque carton que je faisais était un pas de plus loin de mon passé. Quelques mois après mon installation, alors que je commençais enfin à me sentir véritablement chez moi, Maître Valois m'a fait suivre une lettre. Elle venait de l'avocat de mes parents. Une lettre de 3 pages, pleine de circonvolutions juridiques. En substance, ils demandaient une médiation. Ils expliquaient qu'ils avaient, contraints et forcés par l'ordonnance du juge pour Chloé, entamé une thérapie familiale. La lettre contenait des phrases soigneusement choisies sur la reconnaissance de leurs erreurs et leur désir de comprendre. J'ai failli y croire. Une seconde. Jusqu'à ce que j'arrive au dernier paragraphe. C'est là que le véritable motif se dévoilait. L'avocat expliquait qu'une médiation réussie et une éventuelle réconciliation publique seraient des éléments extrêmement positifs pour le dossier de Chloé, notamment en vue d'une future demande d'effacement de son casier judiciaire. Mon sang s'est glacé. Ce n'était pas une démarche de pardon. Ce n'était pas une quête de guérison. C'était une stratégie. Une dernière tentative de m'utiliser comme un pion pour servir les intérêts de Chloé. Il ne changerait jamais. Jamais. Je n'ai pas répondu. Je n'ai même pas demandé à Maître Valois de le faire. J'ai pris la lettre, je l'ai déchirée en tout petits morceaux, et je les ai jetés à la poubelle. Le silence était ma réponse la plus éloquente. Ce soir, je suis sur mon balcon. Les lumières des péniches se reflètent sur l'eau sombre du canal. L'air est doux. Derrière moi, dans mon salon, il y a du bruit. Un bruit joyeux. Luc est là, il se dispute avec Sarah pour savoir qui choisira le film. Madame Dubois est aussi venue, elle m'a apporté un pot de confiture maison. Elle est assise dans mon fauteuil et discute avec un autre couple d'amis. Mon appartement est rempli de rires, de conversations, de vie. Ce sont eux, ma famille. La famille que j'ai choisie. Celle qui ne demande pas, mais qui donne. Celle qui ne juge pas, mais qui écoute. Celle qui ne viole pas les portes, mais qui frappe doucement et attend qu'on lui ouvre. Le chemin a été long et douloureux. J'ai perdu mes parents et ma sœur. Mais en réalité, je crois que je les avais perdus depuis bien longtemps. Je n'ai fait que l'acter. En échange, j'ai gagné quelque chose d'infiniment plus précieux. Je me suis gagné moi-même. J'ai gagné le droit de définir mes propres frontières, de vivre selon mes propres termes. J'ai gagné le droit à la paix. En regardant mes amis rire à l'intérieur, je ressens une immense gratitude. L'histoire que je vous ai racontée est sombre, mais son épilogue est lumineux. C'est l'histoire d'une reconstruction.
La preuve qu'après l'ouragan le plus dévastateur, on peut reconstruire sa maison, plus solide, plus belle, et surtout, enfin véritablement à soi.